Merci beaucoup. Merci à Antoine Compagnon pour l'invitation. Je voulais aussi remercier deux autres personnes, dont tu es une, et aussi Laure Léveillé, qui m'ont d'ailleurs suivi et aidé dans mes recherches. Et je regrette un peu que de ce côté de l'estrade, il n'y a que des hommes, et de l'autre, il y a pas mal de femmes. Mais je pense que j'espère ne pas vous ennuyer, parce que je vais répéter certaines choses qui ont été traitées par Alain de Libera, mais je vais me concentrer justement sur ce rapport de présentation de Lavelle pour Guéroult. Parfois, je me dis, comme on l'a vu, il est intéressant aussi de traiter, de parler des gens que soit on trouve ridicules, soit on n'aime pas, et c'est le cas de ces deux figures-là. Alors, je ne vais pas vraiment traiter ce point qui a été déjà un peu traité, mais je vais faire un peu une préhistoire. Je voudrais faire un pas en arrière et parler des intrigues, donc un peu, Alain avait déjà défriché un peu le champ, des intrigues qui avaient précédé le rapport de Lavelle. J'espère que ça soit marrant parce qu'il est tard et je vais faire mine de très sérieux, donc je mobilise des documents, mais je vais raconter plutôt une histoire. Il va y avoir une base de structure et puis il y a des personnages que je vais un peu décrire. Donc je passe d'abord pour la longue durée parce qu'on parle de philosophie. Comme vous savez déjà, dans la réorganisation de l'université napoléonienne au début du XIXe siècle, il y avait à la base à la Sorbonne que deux chaires qui avaient dans l'intitulé philosophie. Alors il y avait philosophie, histoire de la philosophie. Et tous les deux appartenaient à la faculté de lettres où enseignaient rhétorique, philologie, grammaire, etc., etc. Donc je tiens à souligner ça pour savoir, pour revenir à ça aussi, à la séparation entre lettres et sciences, une situation qui est très différente par rapport à la situation allemande, par exemple. Et il faut aussi mentionner cette division pour comprendre aussi l'appui des soi-disant littéraires aux candidatures des soi-disant philosophes. Alors, comme je disais tout à l'heure, les mots, on les traite comme des désignateurs rigides, mais ils changent selon les contextes. Donc, le cas de la candidature de Guéroult est intéressante dans la mesure où elle est appuyée d'abord par un agrégé de lettres qui est Jean Pommier, qui était un interne, et puis l'année suivante, Merleau-Ponty sera appuyé par Marcel Bataillon. Donc, ce sont deux littéraires. Au Collège de France, jusqu'à la fin du XIXe siècle, sauf deux exceptions minuscules, je ne vais pas revenir, ça ne vaut pas la peine, il n'y a qu'une chaire qui porte philosophie dans son intitulé, celle d'histoire de philosophie grecque et latine. Il y a une autre qui apparaît, tout a été bien fait par Alain de Libera, mais à la base, il y a cette chaire qui domine. On devra attendre la Troisième République pour voir apparaître ce qu'on s'est habitué, accoutumé à appeler un champ philosophique, avec la loi de la liberté sur l'enseignement, la réforme du programme de philosophie, l'augmentation de chaires, la réforme des universités, les revues savantes, les sociétés savantes, etc., etc. Évidemment, ça a été dit aussi, l'expansion des universités, ça se fait de manière inégale. Donc, ce n'est pas un cas qui est comparable comme le cas allemand, mais on a des universités qui sont plus fortes ou plus actives, et il y a des autres qui sont plus provinciales, même si le centre à Paris est situation différente qu'en Allemagne. Un de ces cas qui a été mentionné, c'est justement le cas de l'université de Strasbourg, qu'on pourrait dire, pour des raisons aussi géopolitiques, était une université importante. Considérée pendant les années 30 et 40 comme la salle d'attente de la Sorbonne, elle avait abrité plusieurs universitaires qui ensuite regagneront Paris pour la Sorbonne ou bien pour le collège. Donc j'en mentionne quelques-uns de ce philosophe, Paul Ricoeur, Georges Canguilhem, Alvax, Gilson, Guéroult, Jean Hippolyte, mais il y a aussi des littéraires, dont Pommier. Donc, c'est justement vers la fin du siècle, en ce moment d'expansion, qu'une nouvelle chaire de philosophie au Collège de France est créée, dont l'ambigu intitulé est Philosophie moderne. C'est un intitulé qui reste ambigu. Donc, elle est d'abord occupée par quelqu'un qui n'est pas très moderne, qui est Jean Nourrisson, ensuite Gabriel Tarde, ensuite Henri Bergson, et c'est seulement grâce à la starlette Bergson que, disons, cette salle a été remplie par un public différent. On pouvait imaginer qu'avant Bergson, ce n'était pas un cours, une chaire qui était fréquentée par un public si différent que le public qui allait au cours de Bergson. Évidemment, après Bergson, ça a été dit,
on aura son médiocre follower qui était Édouard Leroy, donc imagine la salle qui se vide. Bon, venons un peu, essayons un peu de formaliser la scène avant de venir à Lavelle et Guéroult. Donc il faut encore parler de la friction, alors je vais parler de la friction entre littéraire et, ou disons, philosophe qui appartient au littéraire et savant, mais aussi entre les philosophes, à savoir les spiritualistes agrégés de philosophie et d'autres producteurs de connaissances, agrégés aussi de philosophie, qui contribuent à l'affirmation de la psychologie et de la sociologie. Alors les termes étaient flottants, mais ces deux termes commencent à parler de la sociologie. Alors la chaire de psychologie expérimentale et comparée est créée en 1988 pour Théodule Ribot, puis ça sera le cas de Janet, ça sera ensuite le cas de Vallon, donc c'est une tradition qui commence. Et puis d'autres chaires, ça a été dit aussi, sont créées comme moyen de défense. C'est par exemple le cas de la chaire de philosophie sociale de 1997, occupée par le moraliste Jean Isoulet pour faire barrage à Durkheim. En 1902 est créée la chaire sociologie et sociographie musulmane, occupée par un militaire, me semble, c'est un Saint-Cyrien à Alfred Le Châtelier, ensuite par Massignon. Et c'est seulement en 1931 que Marcel Mauss occupe la chaire intitulée Sociologie. Rappelons encore une fois que presque l'entièreté des agrégés de philosophie n'avaient aucune idée, ou presque aucune idée, de ce qui se faisait dans les autres sciences naturelles. On devra attendre 1909 pour qu'à la Sorbonne soit créée une chaire de l'intitulé Philosophie dans ses rapports avec les sciences exactes, occupée par Milot, reprise par Abel Ray, puis ensuite Bachelard. Donc il y a une petite tradition qui s'ouvre, mais très tardive. Le Collège de France, d'une certaine manière, semble s'aligner. Le polytechnicien Paul Tanneret enseigne histoire des sciences et techniques, mais seulement pendant 5 ans, entre 1892 et 1897, comme suppléant du spiritualiste Lévesque, sur la chaire de l'histoire de la philosophie grecque-latine. Et on devra attendre 1920 pour que le fils de Boutroux, Pierre, occupe au cours de 2 dernières années de sa courte vie, la chaire de Histoire des sciences, ensuite supprimée. Détail important, évidemment, la création de l'école pratique des hautes études, un peu en imitation du modèle allemand, comportant 5 sections, je ne vais pas revenir, mais à l'école, entre la 4e, la 5e et puis après la Deuxième Guerre, la 6e section, s'établit un cercle vertueux de savoir en philologie, histoire des religions, histoire de la philosophie dans un sens large, contribuant à une historicisation et pluralisation de l'idée de raison, une pluralisation qu'aux philosophes, dans le sens spiritualiste, les agrégés, ne pouvaient que percevoir comme une menace. À l'école pratique, des philosophes qui avaient étudié l'histoire des religions, comme Gilson, justement, et les chercheurs étrangers qui étaient accueillis, ce n'était pas le cas à la Sorbonne, comme Kojève et Coiré, contribueront à ouvrir le canon, le corpus philosophique à des auteurs mineurs, résultat d'études fines des contextes et des influences. Donc dans ce contexte, pour formaliser, évidemment il y a des limites, mais dans la formalisation, on sait qu'on applique un schéma qui nous permet de voir des choses. Il y a quand même 2 groupes avec des attributs différents. D'une part, on a les héritiers de la vieille garde spiritualiste qui concevaient la philosophie comme un moyen d'inculquer, notamment à travers la classe terminale, des valeurs, un corpus et une idéologie. D'autre part, il y a des nouveaux producteurs, la plupart formés à l'école pratique et ouverts au savoir empirique, intéressés à des approches historiques dans le sens large de l'évolution des savoirs. Donc si on a cette ligne, on peut localiser, en allant de 1 à 2, les personnages de notre histoire. Louis Lavelle, évidemment, entre également au premier pôle des philosophes cousiniens, disons. Alexandre Coiré entre également au pôle 2, et puis au milieu, plus proche du pôle 2, on trouverait le maître de Coiré, Gilson. Au milieu, mais plus proche du pôle 1, Gouillet, et en plein milieu, d'une certaine manière, Martial Guéroult. Venons aux vétérans, les anciens de cette histoire, donc Gilson et Lavelle. Alors, Gilson, en quelque sorte, est un fils de la Troisième République. Né en 1984, agrégé de philosophie en 1907, il avait suivi les cours de Bergson au Collège de France avec Maritain, mais en étant catholique thomiste, il était évidemment opposé à certaines vagues bergsoniennes qui suivaient le modernisme.
Il avait été aussi élève du philosophe et sociologue Lucien Lévy-Bruhl à la Sorbonne, qui avait dirigé sa thèse « La liberté chez Descartes et la théologie » 1911. En même temps, il s'était formé à l'école pratique. Après quelques années passées dans le secondaire, en 1918, ça a été dit aujourd'hui, il est élu professeur à l'Université de Strasbourg. Il côtoie des historiens et sociologues comme Febvre, Bloch, Alvax, mais aussi de philosophes psychologues comme Blondel et Pradine. Entre 21 et 1932, il est élu professeur à l'école pratique, qui quittera en 1932 justement pour prendre le poste sur la chaire d'histoire des religions, laissée vacante par Alfred Loisy, qu'il renomme Histoire de la philosophie au Moyen-Âge, et qu'il occupe jusqu'en 1950. Des choses que vous avez entendues. La fermeture des facultés de théologie, la crise moderniste, le mouvement néo-thomiste, la création de l'école pratique et de la chaire Histoire des religions, ça a été dit ce matin tout à l'heure, au Collège de France, avaient favorisé la naissance d'une approche, comme je le disais, radicalement historique au texte. Gilson catholique participa à ce moment. Dans sa thèse, à travers une fine reconstruction historique, il avait montré de quelle manière Descartes parlait encore la langue scolastique. Il avait détrôné ce philosophe de sa position d'exceptionnalité en tant que premier philosophe moderne français, et d'une certaine manière, il portait de l'eau au moulin de l'apologétique chrétienne. Mais si cela était le résultat, et ce résultat pouvait plaire à certains philosophes spiritualistes, la méthode de l'opération, évidemment, était incompatible avec l'approche classique de l'histoire de la philosophie, exercée par des philosophes classiques, professeur de lycée. L'un de ces philosophes était évidemment Lavelle. Né un an avant Gilson, il est bien plus malheureux que lui, provincial, non normalien. Il avait eu l'agrégation en 1909, il était devenu docteur en 1921. Complètement ignorant du développement des savoirs positifs, Lavelle se réclama toujours d'un spiritualisme douillet avec son meilleur ami, René Le Seine, professeur de philosophie morale. Il fonda la collection Philosophie de l'esprit en 1934. 1934, donc dans un moment où toute une génération de philosophes comme Nizan et Polyzère vomissaient l'esprit et la vie intérieure. Journaliste pour le quotidien Le Temps dès 1930, Lavelle recensait les livres de ses collègues, modérés, de manière très élogieuse, une espèce de Raphaël Enthoven avant la lettre. À travers ses comptes rendus, il remplissait son carnet d'adresses. Alors là, je vais lire rapidement le goûteux portrait de Lavelle brossé par Alvax en 1944. Lavelle, professeur de philosophie, qui succéda au collège à Édouard Leroy, lequel avait été successeur de Bergson, double shoot, et la seconde plus lourde et plus profonde que la première. Bon, je ne vais pas lire ce qui suit parce que ce n'est pas utile, mais Lavelle avait enseigné donc exclusivement dans des lycées. Avant de prendre poste à Paris, à Henri IV d'abord, Louis le Grand ensuite, il avait passé 10 ans d'exil dans un lycée de Strasbourg. C'est ici qu'en 1919, il avait tenté de saisir le poste universitaire qui sera ensuite assigné à Gilson. Quand ceci sera recruté à la Sorbonne, Lavelle se proposa à nouveau comme héritier. Gilson refusa de le soutenir, sauf dans un bref moment quand son candidat préféré, qui était Martial Guéroult, semblait avoir décidé de renoncer à son installation à Strasbourg parce qu'il était plongé dans une déprime à cause des années de guerre passées dans un camp prisonnier en lisant Fichte. On peut imaginer, ça ne devait pas être très plaisant. Le 14 octobre 21, Gilson confie à Lavelle dans une lettre, je cite la lettre, « Je ne vous ai jamais dissimulé que malgré toute la sympathie que j'ai pour vous, je ne savais vous considérer comme le spécialiste de l'histoire de la philosophie exigé pour Strasbourg. » Et il ajoute qu'il aurait voulu un historien de la philosophie d'un type normal. Et puis il dit que Guéroult, au contraire, a un esprit de toute première valeur et que c'était lui qu'il désirait avoir. Après cette humiliation, Lavelle replie à Paris. Arrivée la guerre, il fuit à Bordeaux. Ici, il rencontre Émile Miraut, ancien directeur de Temps, évidemment, pour lequel il avait travaillé, devenu secrétaire d'État à l'instruction publique de Pétain. Et donc, grâce à lui, Lavelle fait cette petite carrière en devenant inspecteur général dans un gouvernement où travaillait un autre bergsonien, Jacques Chevalier, qui était secrétaire d'État à l'instruction publique. Pour saisir la singularité de la personnalité de Lavelle, par opposition,
On peut rappeler qu'en ce moment, exactement en ce moment, Georges Canguilhem, futur inspecteur de l'éducation publique, quitte son simple poste de professeur de Cagne à Toulouse, déclarant de ne pas vouloir enseigner travail, famille, patrie, valeur que Lavelle, au contraire, avait accepté de défendre du haut de son poste. Revenons aux trajectoires croisées de Lavelle et de Gilson. En 1940, Leroy, successeur de Bergson, prend sa retraite, laissant la chaire philosophie moderne vacante. Gilson, professeur d'histoire de la philosophie médiévale depuis 1932, propose à l'Assemblée de substituer la chaire philosophie moderne avec une chaire d'histoire des idées philosophiques de la France moderne. Il justifie cette substitution en déclarant justement qu'il n'y avait aucun philosophe digne de ce nom en France. Le projet de chaire ne consistait en rien d'autre que de l'application de l'approche historique que Gilson avait appris à l'école pratique. Cette approche était le contraire d'une approche, soi-disant, internaliste, et consistait, je cite, à relier chaque doctrine aux expériences personnelles de l'homme qui les a construites. Histoire politique, religieuse, scientifique, industrielle, sociale, toutes contribueraient à cette œuvre. Il n'est pas clair à qui Gilson aurait voulu destiner la chaire, mais il est fort probable que la personne était Coëret. C'est une hypothèse, évidemment. Et d'ailleurs, Coëret avait occupé une chaire à l'école pratique qui s'intitulait « Histoire des idées religieuses dans l'Europe moderne ». Donc, quand même, on est dans un art de famille. De toute manière, comme il a été dit tout à l'heure, il n'en faut rien, la proposition fut cassée et la chaire de philosophie moderne maintenue. Au cours de l'élection qui s'ensuivra sur la chaire de philosophie moderne, Gilson tenta néanmoins d'appuyer un collègue de Strasbourg, Pradines. Dans la présentation de Pradines, il transpérait la détestation que Gilson devait avoir pour Lavelle ou cette catégorie de producteurs de connaissances. Je cite, « Il serait pourtant déplorable que notre désir de maintenir la chaire de philosophie du Collège de France eût pour effet d'y ramener la philosophie plus de 60 ans en arrière. Ne donnons pas à cousin cette revanche fortaine. » Donc, Pradines, considéré trop âgé, ça a été dit, sera écarté et ce sera Lavelle, professeur de lycée, qui sera embauché, qui occupera la chaire. Les deux agrégés de philosophie du Collège de France, Lavelle et Gilson, donnaient cours dans des jours différents et probablement les deux ils ont tenté de faire tout le possible pour s'éviter de croiser pendant une décennie. Par exemple, en octobre 1942, le remerciant de lui avoir envoyé La philosophie française dans l'entre-deux-guerres, une collection d'articles écrits pour le temps, Gilson se complimente avec Lavelle pour avoir créé le genre feuilleton philosophique. 2 ans plus tard, le 10 septembre 1945, les remerciements sont motivés par l'envoi du temps à l'éternité, un livre, dit Gilson, qui abonde en dialectique. Et Gilson ajoute qu'il n'avait pas la foi dans la dialectique et que chaque fois, je cite, « chaque fois que je m'essaie, j'ai l'impression de raconter une histoire, donc je ne suis pas sûr qu'elle soit arrivée. » Bon. Venons aux candidats. Comme Jean-Louis Fabiani l'a souligné dans les travaux d'histoire de sociologie de la philosophie, au cours des années qui suivent la libération, les philosophes, c'est-à-dire certains agrégés de philosophie, se sont encore plus attaqués de tous les parts. Leur thème, une espèce de doudou épistémologique, l'homme, la morale, la société, venait d'être progressivement confisqué par la psychologie, la sociologie, l'histoire, l'ethnologie. En 1950, l'élection de Fernand Braudel sur la chaire d'histoire de la civilisation moderne, auparavant occupée par Febvre, était une menace adressée aux philosophes. Braudel, un bon chef de gang, pouvait compter sur plusieurs liens avec des savants qu'il avait rencontrés à l'école pratique, mais aussi à l'université de Strasbourg. Donc, quand Gilson quitte le collège, la situation est potentiellement explosive. À la suite des travaux pionniers de Pietro Redondi sur l'itinéraire d'Alexandre Coëret, on a justement interprété les conflits autour de la chaire comme la manifestation des conflits entre philosophie et histoire, ou plutôt entre histoire de la philosophie traditionnelle, donc type 1, et une nouvelle approche, type 2. Cela est vrai, mais on a on a mis de 2 côtés 2 candidats seulement, donc Coëret et Guéroult. En réalité, je voudrais être précis, parce qu'il faut rendre compte des perdants. Les candidats sur la chaire du Gilson étaient 5,
et non pas deux. D'abord, il y avait deux pauvres diables qui étaient complètement snobés par l'Assemblée. Le premier était Mathieu-Maxime Gors, un curé qui enseignait à l'Institut catholique de Toulouse, qui continue à se candidater à chaque campagne, sans être considéré. L'autre était un autre curé, cette fois jésuite, Marcel Jousse, enseignant à l'école d'anthropologie, qui avait formulé la proposition un peu curieuse de transformer la chaire dans une chaire d'anthropologie du geste, discipline qu'il affirmait d'avoir fondée. Étant une anthropologie du geste, il n'avait presque rien écrit. Donc ces deux-là sont écartés, évidemment. Puis il y avait Martial Guéroult, né en 91, normalien agrégé en 1919, docteur de philosophie en 1929, avec 2 thèses sur la philosophie allemande, en partie, comme je disais, rédigées dans un camp prisonnier. Professeur pendant une décennie à Strasbourg, il est élu à la Sorbonne en 1945, suite à la publication de différents travaux de philosophie moderne. Avant d'emménager à Paris, le 20 octobre 1945, il envoie une courte lettre pour remercier Lavelle de son livre « Le temps et l'éternité ». Il avait déclaré sa disponibilité de le rencontrer à Paris. La lettre reste sans réponse. Évidemment, il y avait Coiré, sur lequel je ne vais pas m'apesantir. Le troisième candidat était Henri Gouillet, né en 1918, normalien, agrégé en philosophie en 1921, docteur en 1926, diplômé à l'école pratique aussi. Il avait exclusivement publié sur des philosophes français, Comte, Biran, Malebranche, Descartes, ce qui rendait sa candidature un peu faible. Dans ce contexte conflictuel, les membres de l'Assemblée firent preuve de tous les défauts propres aux universitaires. Jean Barrousy, occupant la chaire d'histoire des religions, sans doute en concertation ou un peu en concertation avec Gilson, proposa la transformation de sa chaire d'histoire de la philosophie médiévale dans une chaire d'histoire de la pensée philosophique dans les temps modernes, pratiquement copiant la chaire proposée par Gilson en 1941. Unique variation, l'ajout du philosophique après pensée, ce qui n'était pas rien, parce qu'il fallait insister sur la nature philosophique de la chaire et marquer encore une fois l'hétérogénéité de la philosophie en tant qu'objet d'étude sui generis. Dans la correspondance, il transparaît clairement que Barrousy avait commencé par écarter Coiré, trop peu philosophe, trop historien, trop peu français. Ensuite, il avait commencé à faire un peu le double joug, faisant semblant de s'intéresser à Guéroult, mais appuyant en réalité l'autre candidat, Gouillet, qui était d'ailleurs son ami. Barrousy, coincé, finira pour présenter un projet de chaire, sans être fléché sur Gouillet, et intitulé sobrement « Histoire de la philosophie dans les temps modernes ». Remarquons en passant que la mention « pensée » s'en va intégralement. Alexandre Coiré, soutenu par le clan des Bad Boys de Braudel, membre de l'école pratique, sera présenté officiellement par le savant Perrin et puis aussi par Braudel et tous les gens, les historiens, sur une chaire qui portait intégralement à la fois l'héritage de Gilson et celui d'un certain positivisme du XIXe siècle qui était histoire de la pensée scientifique. À la dernière minute, Guéroult avait trouvé comme substitut, comme appui interne, Jean Pommier, qui avait été son ancien camarade de promotion à l'école normale, donc ce sont aussi des données qu'il faut déplier, et aussi son ex-collègue à l'université de Strasbourg. À la dernière minute, ils avaient décidé de changer le titre de la chaire en « Histoire et technologie des systèmes philosophiques ». Donc c'était vraiment fait un peu, comme on dirait, à l'arrache, à la dernière minute, pour avoir un projet original. Dans plusieurs lettres à l'administrateur du collège, Édouard Farral, titulaire de la chaire de littérature latine du Moyen-Âge, Guéroult se plaint du manque de clarté de Barrousy. Dans la lettre du 24 février 1951, il dit que Barrousy, je cite, ne s'était pas montré très enthousiaste devant sa candidature, mais en même temps, il ajoute, il n'avait pas refusé non plus. Bon. Avant de trouver de l'appui chez Pommier, il était allé voir Lavelle, que lui avait montré, je cite, un refus persévérant. Non seulement Lavelle le détestait pour les séries de défaites, mais il était ami de Gouillet, qui, dans la correspondance, l'avait couvert de gentillesse pour lui redonner les services que Lavelle lui avait rendus en recensant ses livres dans le temps. Donc, chaque livre de Gouillet était recensé par Lavelle dans ses feuilletons philosophiques.
Pommier n'avait hésité à montrer son mécontent pour avoir été forcé à entrer en campagne à la dernière minute lorsqu'il sortait d'une grave maladie et sans connaître le travail de Guéroult de très près. Cela transparaît dans des lettres énervées et parfois inélégantes de Pommier. Par exemple, dans une lettre envoyée à l'administrateur Faral qui date du 28 février 1951, il parle d'une véritable affaire. Je cite. « Guéroult a appris hier qu'il y avait parmi nous des gens, et, entre guillemets, pour croire qu'il se présentait en seconde ligne. Conséquence évidente de ce faux départ. » Il ajoute avec un ton méprisant. « J'ai vu hier Guyet, qui fait sa campagne avec beaucoup d'assurance et en parlant aux objections possibles. Comme il ne peut pas dire qu'il connaît la philosophie allemande, il est bon à parler d'histoire de la philosophie comparée. » Et ensuite, il rajoute, et ça c'est un passage intéressant pour le cas, « Si nous voulons un historien plus historien que philosophe, il faut le prendre. Si nous voulons un historien plus philosophe qu'historien, si nous voulons que l'esprit philosophique, dans son authenticité, sa vigueur et presque son formalisme, il faut prendre Guéroult. » Et puis il ajoute, d'ailleurs, je sais depuis très longtemps, par de nombreux étudiants, que c'est le meilleur historien de la philosophie de la Sorbonne, celui qui a la réputation de prendre le taureau par les cornes et de s'attaquer aux problèmes les plus difficiles. Bon. Au sujet de Coëret, Pommier est cruel, en faisant d'ailleurs allusion à ses origines étrangères. Coëret aura, entre autres partisans, plusieurs camarades de l'école pratique. Le seul électeur qui n'a pas voulu entendre Guéroult, paraît-il, est Dumézil, qui vote Coëret. Les travaux de Coëret, on m'a signalé qu'il y a plein de lacunes, et en tout cas, il me semble qu'ils valent plus que la personne. Et après, il rajoute, je fais allusion à son débit si lent, si lourd et si sourd. Et puis enfin, Lavelle, qui n'est absolument pas épargné. J'ai vu Lavelle hier et je ne l'ai pas remercié. Il m'a paru sans sympathie pour Guéroult, qui était un second spéculatif dans la maison et qu'il avait déjà battu en 1922 à une élection à la faculté de Strasbourg. Donc Guéroult gagne de près, mais au deuxième tour, contre le candidat qui apparemment était le préféré parce qu'il avait derrière lui les bad boys historiens. Ça se passe comme ça. Premier tour, 17 pour Coëret, 17 pour Guéroult, 5 pour Guyet, un vote nul. Deuxième tour, 16 pour Coëret, 21 pour Guéroult, 2 pour Guyet, un nul. Guyet restera à la Sorbonne. Coëret quittera la France en s'installant aux États-Unis, où il contribuera notamment à la disciplinarisation de l'histoire de la science. Évidemment, il n'y a pas de manière de savoir qui avait été pour qui, mais il se peut, encore une fois, ce sont des hypothèses, il se peut que l'Assemblée ait voté pour le candidat du centre, pour ainsi dire, proposant le juste moyen entre progrès et réaction, entre histoire et philosophie. Guéroult, de manière rusée, on peut en discuter, avait évoqué des technologies faisant un clin d'œil tant aux savants et à leurs instruments, mais aussi aux historiens qui connaissaient les travaux de Mauss, qui avait publié évidemment sur ces sujets dans les dernières années de sa vie. Conclusion, Étienne Gilson au Canada. Donc revenons à celui qui a commencé, avec lequel je commençais à narrer cette histoire, c'est-à-dire Gilson. Après avoir cédé d'une certaine manière sa place à Guéroult, il s'installe à Toronto, où il continue ses recherches, et il coupe ses liens d'une certaine manière avec la France. Est-ce qu'il était content du résultat? Rien n'est moins sûr. Dans une lettre du 29 juin 1955, et envoyée après la publication du célèbre Descartes selon l'ordre des raisons, il rétorqua à Guéroult le manque d'esprit historique. Ces livres continuaient, je cite, « La grande tradition française à la Boutroux d'histoire de la philosophie installée à l'intérieur des textes », ajoutant une phrase ironique dont la portée, à mon avis, encore actuelle. « En France, la philosophie recommencera toujours avec Descartes. Cela fait partie de notre traditionnel portrait de la France. » entre guillemets. Or, c'est bien cet exceptionnalisme de la figure de Descartes que Gilson ne pouvait pas accepter, signe d'un certain anachronisme. Et je termine avec une dernière phrase de Gilson. Malgré des, je cite, magnifiques débuts il y a 25 ans, quand Guéroult, évidemment, était venu à Strasbourg appuyé par Gilson,
son collègue avait fini pour traiter, et je cite, Descartes comme il s'agissait de Fichte, qui, lui, au contraire, était un vrai métaphysicien. Voilà, merci.